Salut tout le monde, c'est Geoffrey et aujourd'hui on va parler d'une saga qui va très mal. Non, on ne va pas parler de Alien, ni Halloween, ni Scream, ni Star Wars, ni Jurassic Park, ni Massacre à la tronçonneuse, ni Fast and Furious, ni Pirates des Caraïbes. Non. On va parler de Terminator. Parce que cette franchise composée de 6 films et une série ne va pas très bien. Mais dans une autre réalité, elle aurait pu être bien, voire vraiment très bien. Ça aurait pu être vraiment autre chose, ça aurait pu éviter des magnifiques daubes que sont Genesis et Dark Fate. Pourquoi ? Parce que normalement, on devait avoir une saga Terminator autour de Christian Bale, suite à Terminator Renaissance, le 4e épisode sorti en 2009. C'était normalement le début d'une nouvelle trilogie et d'une nouvelle ère se déroulant dans un futur post-apocalyptique, comme Terminator 3 l'avait préparé avec sa fin mémorable. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Est-ce que c'est juste à cause du box-office du film ? Non. C'est aussi et surtout à cause de sombres histoires de business et d'argent, comme toujours, à tel point qu'on pourrait presque croire qu'il y a une malédiction sur la saga Terminator. Pour parler du bordel de Terminator 4, il faut revenir à celui de Terminator 3. Parce que déjà, à l'époque, ce film est né dans la douleur. Les raisons sont multiples. James Cameron voulait que tout s'arrête avec Terminator 2, mais il est finalement revenu, mais ensuite il est reparti. Tout le monde voulait que Schwarzenegger et Linda Hamilton soient de retour, mais il fallait les convaincre. Et la boîte de production Carolco a fait faillite en 1995, si bien que les droits de la saga Terminator ont été mis en vente, et Canal+, le studio Fox et même Miramax se sont battus pour mettre la main dessus. Après beaucoup de bastons de businessman, d'alliances et de manigances, James Cameron a quitté le projet, Schwarzenegger est resté et Terminator a été racheté par les producteurs Andrew Vaina et Mario Kassar, les anciens de Carolco, qui avaient à l'époque fondé une nouvelle boîte de prod. Et au passage, ils avaient un peu énervé James Cameron, mais peu importe, ils avaient de grandes ambitions. À un moment donné, ils voulaient même faire 2 films Terminator d'affilée. Ils se sont calmés, mais Terminator 3 était quand même un très gros morceau. Quasiment tous les studios voulaient mettre la main dessus, malgré son très gros budget de 170-180 millions au moins, dont 30 millions seulement pour Schwarzenegger qui en plus avait une part sur le box-office. Linda Hamilton a de son côté refusé de revenir parce que son personnage ne faisait pas grand-chose et mourait au milieu du film. Edward Furlong a été engagé pour reprendre le rôle de John Connor après Terminator 2, mais il a finalement été viré parce qu'il avait des problèmes de drogue. Et au bout de quelques semaines de tournage, l'actrice Sophia Bush a été remerciée et Claire Danes l'a remplacée dans le rôle de Kate. Bref, si je raconte tout ça, c'est pour que vous ayez une chose en tête. Depuis Terminator 2, c'est le bordel dans cette saga. Mais il y a quelque chose de plus fort que ça. L'argent, évidemment. Terminator 3 a beau avoir été un enfer de développement étalé sur une dizaine d'années, il a fini par récolter plus de 430 millions au box-office mondial. Alors vu le budget proche de 200 millions hors marketing, on pourrait se dire que c'est pas si énorme, surtout qu'en 2003, les vrais cartons au box-office, c'était Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes et Matrix. Mais Terminator restait une marque extrêmement solide sur le marché international et tout le monde voulait mettre la main dessus. Et en fait, peu importe ce qu'on pense de Terminator 3, le soulèvement des machines, que personnellement je trouve plutôt pas mal dans le genre blockbuster carré qui n'a pas beaucoup d'âme. Il y a une chose qui mérite qu'on s'y attarde, c'est la fin du film. Parce que cette fois, ce sont les méchants qui gagnent. Alors que tout le film ressemble à une énième poursuite pour fuir un nouveau Terminator, donc un truc qu'on connaît vraiment très bien, la conclusion est amère. Cette fois, il ne s'agissait plus d'empêcher le jugement dernier, mais de simplement y survivre. La seule mission du T-800 était d'emmener John Connor et Kate à l'abri, parce qu'à ce stade, ce n'est plus possible de sauver le monde. Donc on a vu plus joyeux comme fin de blockbuster. D'ailleurs, le réalisateur Jonathan Mostow explique qu'ils ont pu faire cette fin qui était vraiment un peu anormale parce que Terminator 3 a été financé comme un film indépendant sans gros studio hollywoodien hormis pour la distribution. Ils pensent que c'est uniquement pour ça que personne ne leur a fait réécrire la fin. Alors oui, ça change pas mal le discours de Terminator 2 qui raconte qu'on peut changer son futur, mais je trouve que cette fin est bien. Elle donne une raison d'être à cet épisode et puis elle a ouvert en grand les portes de l'apocalypse. Enfin, en somme, Terminator 3, avec tous les défauts qu'il a, oser franchir un cap avec cette conclusion. Et c'est ça qui a permis à Terminator 4 d'arriver. Parce que Terminator Renaissance, ou Salvation en VO, était le premier épisode à véritablement montrer ce futur post-apocalyptique aperçu ou teasé dans chaque film depuis le début. Pour la première fois, on passait de l'autre côté. Maintenant, il ne s'agit plus d'empêcher la fin du monde, il faut faire avec, il faut y vivre, ou plutôt y survivre. Et c'était la grande idée assez excitante de ce 4e épisode, je trouve. Changer de décor, changer de genre, changer d'enjeu, bref, réinventer Terminator, ou en tout cas essayer. Là encore, ça s'est fait dans la douleur, et si tout le projet de trilogie post-apocalyptique avec Christian Bale est tombé à l'eau, c'est aussi parce que c'était assez mal parti en coulisses depuis le début.
Je me permets d'interrompre Geoffrey 2 minutes parce que bon, Christian Bale, il est bien sympa, mais est-ce qu'il a Filmo, la super plateforme de VOD dont on est partenaire? Eh ben, j'en sais rien, mais si c'est le cas, il aurait bien raison, parce que Filmo, c'est un repère à pépites, et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 2 d'entre elles. La première, c'est The Reader, un film réalisé par Stephen Daldry, sorti en 2008. Il se déroule en Allemagne, plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale, et suit Michael, un adolescent de 15 ans qui tombe follement amoureux d'Anna, avec laquelle il vit une histoire d'un été qui le marquera à vie. Ça pourrait être une amourette tendre et presque banale si Anna n'avait pas le double de son âge et ne cachait pas un horrible secret que je vais pas vous dévoiler ici si jamais vous n'avez pas vu le film. Cette Anna est jouée par nul autre que la formidable Kate Winslet, et il fallait bien une actrice de son calibre pour incarner un personnage aussi ambivalent et insondable qui fascine, séduit, insupporte et tourmente, parfois tout ça en même temps, comme un immense kaléidoscope. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. Et parce qu'on parle de personnages féminins troubles, ça me fait une transition toute trouvée pour La femme de mon frère, le second film dont je voulais vous parler. L'année dernière, on était plusieurs dans la rédaction à avoir beaucoup aimé Simple comme Sylvain de Monia Chokri, une réalisatrice québécoise pour laquelle je me prends de passion. La femme de mon frère, c'est son premier long métrage. Il parle des malheurs de Sophia, une femme de 35 ans jouée par Anne-Elisabeth Bossé, qui, malgré son doctorat et ses nombreuses années d'études, a tous les a priori du monde sur Héloïse, la femme dont son frère est en train de tomber amoureux. On y retrouve déjà tout son humour acéré, son écriture affûtée, et cette espèce de spleen comique sur le quotidien et les questionnements auxquels on est tous confrontés à un moment donné dans notre vie. Elle s'amuse avec les clichés, verse dans l'autodérision et parle de la sexualité et des femmes avec une justesse rare à travers des personnages pleins de relief, d'imperfections, d'incertitudes et d'hésitations. Heureusement, avec Filmo, pas besoin de douter ou d'hésiter, puisque vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 2 semaines, puis d'un abonnement à 6,99 € par mois et sans engagement. Mieux encore, avec le code ELFilmoForever, vous pouvez profiter d'un mois gratuit. Voilà, donc passez bien le mois à Christian Bale surtout, et moi je vous rends Geoffrey. Premier problème, il y a eu quelques changements côté business. Les droits ont encore une fois été revendus, cette fois à Alcyon, et je parle même pas du procès que le studio MGM a essayé de faire. En tout cas, changement de propriétaire, tous les plans liés à Terminator 3 ont été abandonnés, notamment les retours de Nick Stahl et Claire Danes. Tout est reparti de zéro. Deuxième problème, le scénario. Le duo qui avait écrit Terminator 3, John Brancato et Michael Ferris, ont écrit la première version. Mais ensuite, on a eu Paul Haggis, le scénariste de Casino Royale et $1 Million Baby, et surtout, Jonathan Nolan. Sauf qu'il y a eu la grève des scénaristes entre novembre 2007 et février 2008, sachant que le tournage de Terminator 4 commençait en mai 2008. Et là, on arrive à l'ultime problème lié à l'écriture de scénario, Christian Bale. Le réalisateur McG voulait absolument l'avoir dans son film, il lui a couru après et Christian Bale a refusé 3 fois avant de dire oui. Pour resituer un peu à l'époque, il était en train de tourner The Dark Knight, donc tu m'étonnes que McG le voulait dans Terminator. Il citait d'ailleurs le Batman de Christopher Nolan comme inspiration. Christian Bale a été officiellement annoncé en novembre 2007 et il voulait incarner John Connor. Normal, c'est le héros, c'est l'élu, c'est la star de la saga Terminator. Mais dans le scénario prévu à l'origine, justement, John Connor n'était qu'un petit rôle. L'histoire était centrée sur Marcus Wright, le personnage mi-humain, mi-robot. Et ce rôle n'intéressait pas Christian Bale, qui de toute façon trouvait le scénario pas très bon, et il dit depuis d'ailleurs qu'il n'était pas le seul à avoir des problèmes avec ce scénario. Il a donc fallu le réécrire ce scénario, notamment pour que Christian Bale soit le héros. De toute évidence, c'est lui qui a amené Jonathan Nolan dans sa valise, parce que c'est le frère de Christopher Nolan qui avait notamment coécrit The Dark Knight. Sauf que Jonathan Nolan n'est pas resté longtemps, officiellement il a dû quitter ce Terminator à cause de la grève des scénaristes et de ses autres obligations. Après lui, 2 ou 3 scénaristes se sont succédés pour rafistoler tout ça, notamment Sean Ryan, le créateur de la super série The Shield, juste avant le tournage. Est-ce que ça veut dire que Christian Bale s'est retrouvé un peu piégé avec ce scénario réécrit mais pas entièrement fini, donc pas entièrement satisfaisant, et que de l'autre côté, le réalisateur McG était lui aussi bloqué parce qu'il devait changer le point de vue de son film, juste pour avoir l'acteur de ses rêves? Possible. Toujours est-il que tout le monde y est allé à fond avec un gros budget officiel de $200 millions et direct un projet de trilogie évidemment. Pour comprendre à quel point ce Terminator 4 était un giga événement, il faut avoir en tête qu'ils ont sorti des livres, des comics, un jeu vidéo et une web-série animée pour préparer la sortie du film. C'était énorme. Et d'ailleurs, revoyez la bande-annonce avec la musique de Nine Inch Nails, aucune raison, juste elle est trop cool. What are you? I don't know. Globalement, Terminator 4 voulait en mettre plein la vue. Les robots géants, les robots motos, les robots dans l'eau, ces Transformers en mode post-apocalyptique, il y a plein d'explosions, plein de bastons, de poursuites d'appareils qui se crashent, bref, on est vraiment sur le programme du blockbuster absolu.
Ça dure 1h50 et j'ai l'impression que c'est 75% de scènes d'action, mais McG, le réalisateur, voulait quand même une crédibilité au film pour les moments où il n'y a pas tout qui est en train de péter. C'est pour ça qu'il voulait Christian Bale, un acteur notable, remarquable, prestigieux, sérieux. C'est aussi pour ça qu'il a dit à l'époque dans les médias qu'il rêvait de Daniel Day-Lewis, ne rigolez pas, et il a aussi essayé de caster Josh Brolin qui a refusé. Il a fini par choisir Sam Worthington sur les conseils de James Cameron, qu'il avait été voir sur le tournage d'Avatar en Nouvelle-Zélande. Il avait aussi engagé Charlotte Gainsbourg pour jouer Kate, mais elle a finalement eu piscine, elle avait un autre truc à faire apparemment, donc il a engagé Bryce Dallas Howard. Et même dans les petits rôles, avec notamment Helena Bonham Carter et Michael Ironside, figure culte des années 80, on sent qu'il voulait qu'on le prenne au sérieux. Dernier détail, Arnold Schwarzenegger a refusé de revenir, donc ils l'ont recréé en CGI pour le combat final, le temps de quelques plans pour les fans. Et maintenant, on en arrive au principal. Alors c'est bien beau tout ça, les coulisses et tout le bordel, mais est-ce que le film est à la hauteur? Est-ce que Terminator Renaissance est réussi? Alors j'ai envie de dire oui, parfois, pas toujours, mais un peu quand même. Pourtant, dans tous les cas, il y a une chose que j'aime dans ce film. Il essaye. Il essaye d'avancer, d'ouvrir de nouveaux horizons, d'exploiter une autre partie de la mythologie, en opposition à Terminator 3, Terminator Genesis, Terminator Dark Fate, qui se contentent de recycler avec quelques variations. On peut dire qu'en fait Terminator 4 est le seul à ne pas essayer de faire un remake plus ou moins assumé des deux premiers. Bon après, soyons clairs, hein, Terminator 4 a plein de défauts. Il suffit de revoir la scène d'introduction complètement nanardesque. Globalement, je trouve que le film est infoutu de faire parler ses personnages de manière intéressante et naturelle. La moitié des personnages sont des figurants sans aucune âme, particulièrement les personnages féminins qui sont vraiment à chier, et je trouve que la gestion des deux histoires, avec John Connor d'un côté, Marcus de l'autre et Kyle Reese entre les deux, ça ne marche pas très bien. Mais à côté de ça, je trouve que ce film a un bel appétit de post-apocalypse et qu'il est généreux, que ce soit dans l'action ou la mise en scène. Exemple, la scène au tout début du film où John Connor ressort d'une base Skynet pour découvrir que c'était un piège et que les autres ont été tués. Il s'enfuit, monte à bord d'un hélicoptère, décolle, ça explose, il s'écrase, il ressort pour admirer un magnifique champignon atomique et il se fait attaquer par un Terminator. Tout ça avec l'illusion d'un seul plan. Alors c'est tout simple, hein, c'est pas du tout révolutionnaire, mais c'est bien fait et c'est une très belle entrée en matière. On sent que le réalisateur, McG, voulait avoir des scènes d'action lisibles, immersive et ludique. Bon, j'ai envie de dire que tous les gens qui ont du bon goût le savaient déjà parce qu'ils adorent les films Charlie et ses drôles de dames, mais c'est encore notre sujet. Autre scène vachement bien dans Terminator Renaissance, l'attaque de la station-service. On a d'abord un gigantesque robot moissonneur qui vient choper les humains avec ses grosses pinces et tout péter, et pour qu'on mesure vraiment l'ampleur du bordel, la caméra suit les personnages avec un mouvement tout simple pour rester à leur niveau lorsqu'ils révèlent la taille du bestiau. C'est simple, mais terriblement efficace pour l'immersion, et en plus c'est pas fini. Puisque le robot géant est vénère, il va sortir une autre arme, des espèces de robots motos qui sortent de ses genoux, peu importe, pour poursuivre les héros. La scène se transforme alors en course-poursuite, alors ok, on a déjà vu ça 1000 fois, notamment chez Terminator, mais pas avec des robots motos au milieu d'une Amérique dévastée. Et là, il y a pour moi 3 choses essentielles dans une telle scène. Les enjeux sont clairs, le découpage est clair et les idées sont amusantes. En l'occurrence, des petits trucs ludiques pour dynamiser la poursuite. Mes deux préférés, c'est la moto qui se tord pour passer sous une carcasse de voiture sans ralentir, et aussi l'utilisation du boulet pour envoyer une autre moto sur le vaisseau robot au-dessus du pont. Pardon, mais ça c'est génial, alors que pourtant, je ne suis pas un grand fan de robots, ça c'est Antoine. Mais là, je trouve que c'est très satisfaisant parce que c'est bien découpé. C'est bien monté, c'est bien pensé, et pour une fois dans Terminator, c'est pas encore une rue de Los Angeles qui se fait exploser la gueule. Bon après c'est sûr que McG y va un peu fort. Par exemple la scène où Marcus et Blair s'échappent du camp de la résistance, on dirait il faut sauver le soldat Ryan fois Apocalypse Now tellement tout explose de tous les côtés, ça brûle, ça tire, vraiment c'est n'importe quoi, c'est du napalm. Et avec tout ce boucan, on pourrait dire que Skynet devrait venir lâcher une bombe nucléaire et voilà, fin de l'histoire. Mais là encore, il y a des idées amusantes comme le crash de l'hélicoptère et John Connor attaqué par des robots serpents tentacules, je ne sais pas trop. Mais en tout cas c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans la saga et à ce stade c'est ça dont j'ai envie. Et d'ailleurs, je trouve que globalement, Terminator Renaissance se tient très bien d'un point de vue technique. Le grand Stan Winston était une nouvelle fois de la partie et le film lui est dédié puisqu'il est décédé en juin 2008. Je trouve que les effets visuels sont toujours très inégaux dans la saga, dans les mauvaises suites en tout cas, en grande partie à cause des environnements urbains un peu tristes, un peu laids, un peu plats, où les Terminators ressortent vraiment beaucoup trop à la lumière du jour. Là, dans ce monde post-apocalyptique avec une photo délavée, ça fonctionne super bien. Que ce soit dans le désert en plein cagnard, dans la nuit illuminée par les flammes et les tirs, ou dans la base Skynet à la fin, je trouve que c'est super bien fait. Et il manquait plus qu'un truc, un bon vrai scénario, pour que ce soit totalement réussi, parce que là, oui, le problème c'est que Terminator Renaissance veut créer une sorte de tragédie avec Marcus et sa rédemption à 2 balles, et le héros prophète John Connor joué par Christian Bale comme si c'était de l'ultra Shakespeare. We stay the course! We are dead! We are all dead!
Alors d'un côté, Marcus s'en veut tellement d'avoir causé la mort de son frère qu'il se réveille dans le corps d'un presque robot comme s'il avait effectivement perdu une part de son humanité, et il va se battre pour retrouver cette humanité jusqu'à se sacrifier. Et en face, John Connor est confronté à un homme devenu robot, soit le contraire de son pote T-800 dans Terminator 2, un robot devenu humain. C'était intéressant d'un point de vue thématique, je dis pas le contraire, mais c'est quand même vachement survolé, comme le côté vrai faux prophète de John Connor au sein de la Résistance. Mais on peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé, et vraiment ils ont essayé de réinventer Terminator. Je vous ai déjà dit qu'au départ John Connor n'était qu'un second rôle, donc ils voulaient vraiment construire une nouvelle trilogie avec de nouveaux personnages, mais ça va encore plus loin. Une fois que John Connor a été remis au premier plan, ils avaient encore d'autres idées pour la fin du film. Dans l'une d'elles, John Connor mourait vraiment, et la Résistance décidait de mettre son visage sur le corps robot de Marcus parce que l'idée de John Connor était plus forte que sa personne. Et dans une autre fin, c'était encore pire, ou plutôt plus noir. Skynet prenait le contrôle de ce robot John Connor et tuait tous les autres personnages. Au final, ils ont gardé une version un peu plus gentillette, John Connor récupère le cœur de Marcus, mais c'est un cœur humain. Ils avaient aussi préparé quelques idées pour les suites de Renaissance. Ils voulaient ramener Sarah Connor et le T-800 de Schwarzenegger, on aurait peut-être revu Robert Patrick dans le rôle du scientifique qui a créé le T-1000 qu'on voit dans Terminator 2, et on aurait retrouvé la formule du voyage dans le temps et des poursuites. Tout ça devait se conclure en revenant apparemment au premier Terminator avec Kyle Reese qui est renvoyé dans le passé. Ce qui casse un peu mon enthousiasme face à une trilogie de la réinvention de Terminator, ça je dois bien le dire. En tout cas, Terminator Genesis et Dark Fate ont puisé quelques idées dans ces projets. John Connor qui devient une machine dans Genesis, ça vient de la fin abandonnée de Renaissance, et Grace, le soldat génétiquement modifié mi-humain, mi-machine dans Dark Fate, c'est un peu comme Marcus. McG citait Batman Begins et Casino Royale comme modèle et il pensait vraiment que Terminator Renaissance serait un nouveau départ pour la franchise, comme Christian Bale d'ailleurs qui l'a bien dit par la suite. Mais ça n'a pas vraiment été le cas. Et ce n'est pas simplement à cause de son score très moyen de 371 millions au box-office mondial, loin des 433 millions de Terminator 3 et des 520 millions de Terminator 2. C'est aussi parce que la société Halcyon a fait faillite, donc les droits de Terminator sont encore une fois remis sur le marché à l'époque. Ça a encore une fois été le cirque avec plein de gens intéressés jusqu'à ce que le studio Annapurna Pictures les achète. C'est eux qui ont fait Terminator Genesis et évidemment ils pensaient eux aussi faire leur propre trilogie et ça aussi ça a été annulé. Et Dark Fate est arrivé ensuite et incroyable, Dark Fate était censé aussi lancer une nouvelle trilogie avec une timeline alternative, toujours avec Sarah Connor, mais aussi le personnage de Grace et peut-être même le retour de Schwarzenegger. Tout ça a été abandonné après le beat de Dark Fate, donc on peut dire au fond que Terminator 4 a été le début de la dégringolade. Mais quand on compare à Terminator Genesis qui a fait une totale marche arrière pour littéralement revenir au premier film et tout réécrire, et à Dark Fate qui a effacé Terminator 3 pour revenir à Terminator 2 et réécrire l'histoire de Sarah et John Connor, franchement on peut dire que Terminator Renaissance gagne des points. La saga a tellement bégayé et refusé d'avancer que Skynet a changé de nom pour s'appeler Genesis dans le 5e film et Légion dans le 6e. Et dans Dark Fate, on a même une version alternative, une nouvelle version de John Connor qui est une femme pour faire original. On en est à ce niveau de foutage de gueule. Je pourrais aussi ajouter la série Les Chroniques de Sarah Connor que je trouve pas mal dans l'absolu, mais là aussi, ça reprend après Terminator 2, ça crée une histoire alternative sans le jugement dernier survenu dans Terminator 3, et Sarah et John fuient encore un Terminator avec l'aide d'une gentille Terminator. Et en plus, on a une autre entreprise qui gère des IA, qui s'appelle ZeraCorp, et qui est en fait une alliée face à Skynet. Bref, ça devient n'importe quoi. Alors, encore une fois, je ne dis pas que Terminator Renaissance est un excellent film, et je dis pas non plus que la trilogie aurait été géniale, surtout s'il comptait vraiment exploiter ses plans, retourner dans le passé, ramener Sarah et tout ce bordel. Mais même si la partie post-apocalyptique aurait sûrement plus ressemblé à Resident Evil Extinction qu'à Mad Max, j'aurais trouvé ça plus stimulant que les suites qu'on a eues finalement. Au moins, ça ressemble vaguement à une tentative respectueuse. Respectueuse de la saga d'abord, en n'allant pas tout le temps en arrière et écrire les premiers épisodes, et respectueuse du public, en lui proposant au moins l'illusion de quelque chose d'un peu neuf. Mais bon, la vie est injuste, Christian Bale ne dira pas le contraire, puisqu'il regrette amèrement d'avoir accepté Terminator Renaissance. Il en a plusieurs fois reparlé depuis en disant qu'il savait très bien au fond, dès le tournage, que ça allait être un film assez mauvais. Ça explique peut-être ce fameux moment où il a pété un plomb sur le plateau, ce que le monde a découvert par la suite puisqu'un technicien l'a enregistré et a tout balancé sur internet. I have never tried to make any excuses for it. It was unacceptable and I take it, it's my fault, that's it. En tout cas, Christian Bale a dit qu'il ne retravaillerait plus jamais avec McG. Alors que lui, McG, le réalisateur, il n'est pas vraiment amer. Il sait que le film n'est pas entièrement réussi et que le score au box-office a été décevant, mais il en reste globalement fier. Et il dit vraiment, j'ai vraiment, sincèrement essayé. Il a également reparlé de la fin plus noire qui a été tournée et coupée, sachant que la version longue du film Rated R n'est pas le Director's Cut. C'est juste une version avec même pas 3 minutes supplémentaires où on voit quelques plans violents et les seins de l'actrice Moon Bloodgood, histoire de rendre ce personnage encore moins intéressant.
Et en plus, comme le Snyder Cut est passé par là depuis, McG a depuis teasé son Director's Cut qui existe quelque part, apparemment. Mais inutile de vous y accrocher parce que c'est pas demain la veille que quelqu'un ressortira ce cadavre du placard Terminator. Même si Terminator Renaissance a acquis au fil des années une petite place dans le cœur des fans, il peut sûrement remercier pour ça Genesis et Dark Fate, tout ça est bien fini. Aujourd'hui, la saga Terminator est au frigo, ce qui est plus que compréhensible quand on a en tête l'échec de 3 films reboot d'affilée, l'annulation de la série Les Chroniques de Sarah Connor après 2 saisons et autant de problèmes autour des droits. Le seul Terminator à l'horizon, c'est une série animée sur Netflix par le studio japonais Production IG, je sais pas comment on le prononce, mais bon, on va dire IG. Elle suivra de nouveaux personnages, mais encore une fois avec la même formule. Un soldat du futur est envoyé en 1997 pour protéger quelqu'un d'un Terminator. Il y a aussi le jeu vidéo Terminator Survivors qui est annoncé, c'est un monde ouvert qui se passe après le jugement dernier et c'est prévu sur PS5. Et aussi James Cameron a dit qu'il réfléchissait à un reboot, mais j'espère sincèrement qu'il sera trop occupé sur les 14 prochains Avatars. Et je vais finir cette vidéo avec mon classement de la saga, sachant que j'ai jamais été un grand adorateur des Terminator parce que pour moi James Cameron c'est avant tout Alien, Abyss et Titanic. Première place, bon bah facile, un Terminator 1 et 2 selon les jours c'est l'un ou l'autre. Ensuite du moins pire au pire, Terminator 4, Terminator 3, Dark Fate, Genesis, et je pense que la série Les Chroniques de Sarah Connor, c'est au-dessus de Dark Fate et Genesis. Si vous voulez d'autres classements inutiles de ce genre, n'hésitez pas à nous soutenir. Pour ça, vous pouvez vous abonner, ce qui vous donnera accès à 6 dossiers exclusifs chaque semaine où on parle de films cultes et de box-office notamment. Les détails sont dans la description de la vidéo comme d'habitude, c'est tout pour moi, et si cette vidéo marche, vraiment c'est promis, je vais me battre auprès de l'équipe d'Écran Large pour faire une vidéo sur un film que j'adore qui s'appelle Un cri dans l'océan. N'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires. À bientôt. Stop!